Bienvenue dans l'Étoile de Xena, une page enchantée. Ici, je t'invite dans un espace de développement personnel et de spiritualité, où l'on vient questionner, comprendre et mettre de la conscience sur ce qui se joue à l'intérieur de soi. Mon approche est psycho-spirituelle, ancrée et incarnée à la fois. Elle relie la compréhension du mental et l'écoute de notre intuition, à travers des prises de conscience nécessaires pour avancer sur son chemin. Ce podcast est un espace d'exploration, de clarté et de transformation intérieure pour celles et ceux qui sentent qu'il est temps d'aller plus en profondeur, avec justesse et lucidité. Il y a des livres qui ne se lisent pas seulement avec l'intellect, mais qui viennent réveiller quelque chose de plus ancien, quelque chose qui dort dans le corps, dans la mémoire et dans l'histoire. Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet fait partie de ses ouvrages. Ce n'est pas un livre sur les sorcières au sens folklorique du terme, c'est un livre sur ce que ce mot a servi à désigner, à condamner et à faire taire. Alors pour commencer ce podcast, je voudrais te parler de ce mot, la sorcière. Ce n'est pas seulement une femme qui pratique la magie, c'est une femme qui sait, une femme qui transmet, une femme qui n'entre pas dans les cases et une femme qui échappe finalement au contrôle de ceux qui l'entourent. Et c'est précisément là que réside vraiment le cœur de ce livre, la sorcière comme figure de la peur collective face à la puissance féminine autonome. Et oui, on a encore du mal avec tout ça aujourd'hui, et c'est pour ça que ce livre m'a bien et beaucoup parlé. Mona Chollet met en lumière comment, historiquement, les femmes indépendantes, célibataires, âgées, guérisseuses, sages-femmes, ou simplement en dehors des normes sociales, ont été marginalisées, diabolisées et parfois même éliminées. Et quand je dis parfois, je minimise beaucoup la chose. Au-delà de l'histoire, ce livre pose une question beaucoup plus intime. Et je te la livre. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, encore, a été étouffé en nous ? Les bûchers ont disparu aujourd'hui. Les mécanismes de contrôle, de culpabilisation et d'autocensure, eux, ont trouvé finalement une autre forme. La peur de prendre trop de place, la peur d'être trop, la peur de déranger, la peur d'écouter son intuition. On va valider plutôt la raison parce qu'elle est validée par l'extérieur. Et là, le lien avec la spiritualité devient évident quand je vous parle d'intuition et de raison. Car l'intuition, la sensibilité, la capacité à ressentir ont longtemps été disqualifiées comme non fiables, non rationnelles, voire même dangereuses. Exactement comme l'ont été les femmes qui incarnaient ces qualités bien avant nous. Ce livre vient aussi réveiller la mémoire transgénérationnelle de ce que nos lignées féminines ont appris à taire pour survivre. Les désirs non vécus, les voix retenues, les élans coupés aussi, parce que on était trop et on faisait peur. Il ne s'agit pas de dire que nous avons tous été sorcières, mais de reconnaître que nous portons dans nos cellules des héritages de silence et surtout d'adaptation. Parce qu'on a dû renoncer à certaines choses, on a dû renoncer à notre place, on a dû se taire à des moments juste pour garder la vie. Et l'éveil spirituel dans ce contexte n'est peut-être rien d'autre qu'un désapprentissage. En fait, c'est-à-dire désapprendre à se méfier de soi, désapprendre aussi à se conformer pour être aimé, désapprendre à croire que la puissance est forcément dangereuse. Parce que c'est ce qui s'est passé avant. On avait cette puissance en nous, on a dû la mettre de côté pour parler très légèrement et de ce fait, nous avons déconnecté cette spiritualité en nous. Mona Chollet ne propose pas une revanche dans ses écrits, bien au contraire, mais plutôt une réappropriation, voire une reconnexion à cette puissance qui est vivante, qui est intérieure, mais qui est juste étouffée. Alors laissons-la vivre, cette puissance, laissons-la nous incarner pleinement. C'est pas une puissance qui cherche à dominer ou à être plus fort ou au-dessus d'eux, mais juste elle cherche à exister simplement et librement. Et ça pour moi c'est la véritable sorcière d'aujourd'hui. Ce n'est pas celle qui va jeter des sorts ou celle qui ose c'est celle qui va oser se connaître, se respecter et transmettre tout ceci aux générations
qui arrive. Pour beaucoup, le mot sorcière, il résonne vraiment comme une infamie parce que c'est aussi la figure qu'on donne à ce mot. Il évoque une mauvaise figure, une femme supposément dépourvue d'amour, dépourvue de toute beauté, sauf peut-être celle qui était utilisée pour duper et tromper le monde autour de nous. Donc finalement, la beauté est même venue soupçonnable. Durant cette lecture, je comprends aussi aujourd'hui toute la sagesse qui se cache finalement derrière ce mot et j'aimerais tellement vous la transmettre et que vous puissiez aussi la comprendre à votre tour, mais il y a aussi comprendre cette atrocité d'un moment de l'histoire, d'un moment où l'on a minimisé pendant des siècles, et c'est souvent comme ça, avec des histoires, des moments historiques qui ont marqué le monde et qui ont été d'une atrocité inqualifiable. On a vraiment volontairement déformé, parce qu'on a menti, on a voulu contrôler et garder surtout ce pouvoir pour décider ceux qui avaient le droit d'être sus, ceux aussi qui devaient se taire. La sorcellerie aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de croire, de détenir des connaissances non scientifiques, est jugée encore inacceptable ou simplement inexplicable de manière rationnelle. Et ça continue d'animer les débats. La preuve, je vous en parle aussi, même si c'est pas un débat, c'est que j'ai envie de vous en parler et que j'ai envie de porter cette parole. On le voit jusque dans les dessins animés pour enfants où par exemple la sorcière est très souvent représentée comme la méchante, celle qu'on ne doit pas aimer, celle qui va déranger, qui va venir finalement mettre le bazar dans l'histoire. Elle est montrée comme nuisible sans que l'on comprenne réellement pourquoi elle est comme ça. Qu'est-ce qu'elle attend ? Comme si sa différence suffisait à justifier sa dangerosité. Et en plus, on vient la placer comme on t'a laissé une chance, tu n'as pas pris cette chance et du coup, tu es une sorcière. Elle n'a parfois aucune raison clairement d'être mauvaise dans l'histoire et pourtant, elle est désignée comme telle, presque automatiquement. Déjà parce que souvent, on la rend pas très jolie. Comme si son rôle, il a déjà été écrit à l'avance. Alors oui, dans les dessins animés, on sait bien, les rôles sont écrits à l'avance. Même si ces représentations évoluent, si l'on voit apparaître des figures de sorcières beaucoup plus nuancées, beaucoup plus humaines, parfois maladroites ou simplement incomprises, le schéma de départ reste quand même profondément ancré, et ceci dès l'enfance. Donc on commence déjà dans le modelage et le moulage de nos cerveaux pour apprendre que la sorcière est mauvaise. On continue du coup d'associer cette figure à quelque chose dont il faudrait se méfier, à une forme de marginalité inquiétante, et l'on apprend ainsi très tôt qu'il est inacceptable que nous ne rentrions pas dans le moule. Mais comme je vous le disais, ça évolue. Et depuis quelques années, quelque chose semble quand même bouger et émerger de tout ça. Il y a certaines œuvres qui proposent une autre lecture, plus douce, plus consciente aussi, parce que la sorcière, elle n'est plus forcément celle qui va venir détruire, mais celle qui ressent aussi et qui apprend, qui cherche finalement sa place dans ce monde parce qu'elle ne se sent pas à l'aise et elle devient parfois même cette figure de transmission. Parfois, elle initie les choses peut-être maladroitement parce qu'on lui a pas laissé la place finalement qu'elle devait avoir, parce qu'elle a cette découverte de ses capacités et apprendre à les apprivoiser. Ce glissement est très intéressant parce qu'il reflète vraiment la transformation collective et peut-être les mentalités qui changent. Pas pour tous, qu'on se l'entend. On commence à questionner ce qui a été diabolisé finalement pendant des siècles, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. On commence à comprendre que ce qui était qualifié de dangereux était souvent simplement incontrôlable. Et c'était porteur d'un autre type de savoir que du coup on ne pouvait pas contrôler et qui ne permettait pas d'avoir une emprise sur un pouvoir ou sur quelque chose au niveau de sa place. Derrière la sorcière, il y a la question aussi de la croyance, mais celle de la croyance en notre intuition, en notre sensibilité, de la connaissance transmise autrement que par des circuits officiels. Peut-être que cette représentation vient réparer quelque chose, peut-être même qu'elle permet dès l'enfance d'ouvrir un espace différent pour ne pas rejeter entièrement ce mot. On peut finalement laisser place que croire, ressentir, percevoir autrement
sans être immédiatement catalogué comme mauvais ou différent. C'est quelque chose d'authentique et de vrai. En ce sens, du coup, la sorcière, elle n'est plus seulement un personnage. Elle devient ici un symbole de réconciliation, de liberté, avec ce qui a longtemps été nié ou étouffé. Et je reviens notamment sur un point important qu'il me semble, c'est que je vous ai dit que cette intuition peut être transmise autrement, c'est-à-dire sans le circuit officiel. On a quand même tendance à beaucoup formater cette intuition parce que aujourd'hui, on retrouve des formations et des apprentissages sur comment écouter son intuition, comment tirer les cartes, se former à l'énergie, se former en tant qu'énergéticien ou énergéticienne, se former à ceci et à cela. Alors je ne rejette pas ici les formations puisque j'en fais aussi, c'est-à-dire que j'aime apprendre et aller au-delà de mes connaissances, mais il y en a vraiment énormément sur le marché et l'intuition, elle ne s'apprend pas, elle s'écoute, elle se travaille. Bien entendu, vous pouvez être guidé, bien entendu, vous pouvez être aiguillé, mais c'est pas parce que vous avez pléthore de formations que vous avez payé et que vous suivez que votre intuition va être développée. Ce que j'aimerais maintenant, c'est vous citer quelques exemples, et notamment Hilda, Netflix, univers très doux, où la magie, les sorcières et les créatures ne sont pas mauvaises, mais font partie d'un monde sensible et intuitif, connecté à la nature. Il y a encore Encanto, c'est du Disney. La magie n'est pas malveillante, elle est liée à la transformation familiale, aux dons, aux blessures aussi transgénérationnelles et aux attentes projetées sur notre progéniture. J'ai aussi des souvenirs de quelques séries qui mettent en scène des sorcières faisant le bien, des figures plus positives en apparence, mais qui, en y regardant vraiment de plus près, racontent elles aussi quelque chose de très précis sur la place accordée aux femmes et à leur puissance. Donc ça, c'est au niveau de ma génération. Je pense notamment, je ne sais même pas si c'est de ma génération, à Ma sorcière bien-aimée. Une sorcière, oui, mais une sorcière qui doit avant tout être parfaite pour être une femme au foyer. Sa magie est tournée en dérision, utilisée pour régler des situations du quotidien, domestique, et surtout constamment bridée. Elle doit cacher ce qu'elle fait, elle ne doit pas en faire trop, elle ne doit pas déranger, et sa puissance existe, mais elle est tolérée uniquement tant qu'elle reste discrète, amusante, anecdotique. Ici, la sorcière, elle devient acceptable à condition d'être normalisée. Elle est du coup intégrée dans un modèle très précis, celui de l'épouse, celui de la femme très lisse qui ne fait aucune vague, qui ne doit pas porter préjudice à son mari, ni à sa famille. Et puis, il y a Charme, qui est beaucoup plus récent en termes de date, avec ses 3 sœurs Halliwell, des sorcières puissantes, engagées vraiment dans la lutte contre les démons, investies dans une mission, d'une responsabilité presque sacrée sur le papier. Mais c'est déjà une avancée, et pourtant là encore, il y a un autre schéma qui se répète. Malgré leur pouvoir, leur force, qu'elles cumulent au détour des épisodes, malgré leur lien de sororité, elles sont perpétuellement en quête d'amour. Trouver l'homme idéal, construire le couple, stabiliser leur vie affective reste vraiment un enjeu central, parfois même prioritaire dans la série. Comme si la puissance ne pouvait être pleinement vécue qu'à condition d'être validée par une relation amoureuse. Même dotée tous leurs dons et leurs capacités extraordinaires, une femme ne peut pas se suffire à elle-même. La magie est présente, mais elle cohabite avec une injonction permanente qui est celle d'aimer, d'être aimé et de ne pas finir seule. Ceci étant, on ne va pas reprocher ni à vous ni à moi d'être marié et d'être accompagné. Soyez juste bien accompagné et ne vous bridez pas par rapport à la personne que vous aimez. Ces représentations sont très intéressantes parce qu'elles montrent une évolution mais aussi une limite. Et moi, j'adore les limites. J'adore aller voir ce en quoi
les limites nous parlent, sur nous, sur le monde, sur les autres, sur comment l'extérieur vient travailler chez nous avec la limite. Alors la sorcière, elle n'est pas forcément méchante, elle peut faire le bien, elle peut sauver, protéger, mais elle doit être rendue inoffensive, soit par la dérision, soit parce qu'on l'a réinscrite dans un cadre affectif qui va être rassurant. La puissance, elle est acceptée à condition qu'elle ne soit ni trop libre, ni trop autonome, ni trop détachée du regard des autres. Et c'est finalement ce point du récit, même bien intentionné, qui participe à une transmission inconsciente de certaines croyances et donc de certaines limites. Dès l'enfance, puis à l'adolescence, on intègre l'idée que la différence est tolérable, mais qu'elle doit être compensée par quelque chose d'autre. Que la force doit être adoucie, que l'autonomie doit être équilibrée par l'amour. Il y a des conditions, il y a un balancier. Que croire, ressentir, savoir autrement, c'est possible, tant que cela ne remet pas trop en question l'ordre déjà établi et ne vienne pas trop déstabiliser la vie d'autrui. Dans cette chasse aux sorcières, Mona Chollet le rappelle très clairement. Ça ne relève pas seulement d'un délire isolé du passé. Elle révèle ici avant tout un mécanisme vraiment profond, ancré dans le fonctionnement de la société. À ce sujet, elle écrit que cette chasse aux sorcières, je cite, illustre d'abord l'entêtement des sociétés à désigner régulièrement un bouc émissaire à leur malheur et à s'enfermer dans une spirale d'irrationalité, inaccessible à toute argumentation sensée jusqu'à ce que l'accumulation des discours de haine et une hostilité deviennent obsessionnelles, justifie le passage à la violence physique perçue comme une légitime défense du corps social. Cette phrase est longue, vous pouvez revenir en arrière si vous voulez la réécouter, parce qu'elle est aussi lourde de sens. Elle montre à quel point la peur collective peut progressivement se transformer en une certitude qui ne cherche plus à comprendre, juste à éliminer, juste à stopper. À partir du moment où un groupe est désigné comme responsable des maux d'une société, tout devient possible et inimaginable. La raison va venir se taire, mais c'est pas l'intuition qui va prendre non plus le dessus, et les nuances disparaissent. Et la violence finit par être présentée, pas comme une agression, mais comme une nécessité. Et en aucun cas, la violence ne doit être nécessaire pour comprendre. Et elle est presque comme un acte de protection. Alors, parfois, oui, on est d'accord, on va pas se laisser faire. Mais ici, il y a cette figure et cette dimension symbolique. La sorcière n'est pas seulement une femme accusée à tort. Elle devient le réceptacle de toutes les peurs, de toutes les tensions que la société va connaître. Cette société qui refuse de regarder en elle-même ce qui ne va pas, là où elle a mal. Et en s'attaquant à un groupe de personnes, dont les femmes, c'est une illusion qui se met en place. Et on a cette illusion d'ordonner et de sécuriser en éliminant les choses que l'on pense dangereuses et qu'on a accusées à tort. Il y a un parallèle troublant entre le marteau des sorcières et ce que représentent aujourd'hui nos réseaux sociaux. Le marteau des sorcières qui est un livre. À l'époque, ce livre a été un outil de diffusion vraiment massive d'idées présentées comme un texte de référence, presque comme la vérité officielle. Il ne s'adressait pas à des individus éclairés ou formés à un esprit critique, mais vraiment à un collectif plus large pour être endoctriné, un collectif qui n'était pas averti et qui n'avait pas envie de voir autrement, qui allait se laisser en fait brouiller par cet écrit. Et du coup, cet écrit leur fournissait un cadre de pensée clé en main. C'est là où je vous invite vraiment à garder toujours votre clairvoyance, pas dans le sens médiumnité, mais dans le sens ouverture de votre vision, de votre prisme visuel. Et pourquoi je fais aujourd'hui ce rapprochement entre ce livre et nos réseaux sociaux? Parce que ce texte explique quoi penser, qui craindre, comment interpréter certains comportements, certains signes ou encore des paroles. Ils utilisent les mots pour créer des images mentales vraiment puissantes et pour orienter la peur,
Pour rendre crédible l'irrationnel, ce texte servait de récit dominant et il était chargé émotionnellement. Mais aussi, cette charge émotionnelle ressentie à cette lecture faisait le reste. Ce mécanisme n'est pas si éloigné de ce qu'on observe parce que les réseaux sociaux fonctionnent eux aussi par diffusion rapide, d'idées simplifiées, par titres vraiment frappants, par images choquantes ou émotionnelles qui viennent perturber votre équilibre et vous mettre en insécurité même quand vous regardez des images ou quand vous lisez des mots. C'est vraiment conçu pour provoquer une réaction immédiate, imminente et pas une réflexion. On ne cherche plus à comprendre mais vraiment à adhérer et à rejeter. Alors cette manipulation, on l'a plus seulement par les mots. Maintenant, on l'a par l'image, le cadrage, la mise en scène, les petits moments forts quand vous regardez une vidéo. Et quelques secondes suffisent pour créer vraiment une opinion, pour désigner un coupable et pour faire de certaines choses des indignations collectives alors qu'il n'y a pas lieu. Et ça, c'est comme à l'époque de la chasse aux sorcières. Plus le message est répété, plus il semble vrai et plus il va être partagé. Et du coup, il va gagner en légitimité. Mais le fond, il reste vraiment le même. Il s'agit toujours de capter l'attention, de simplifier une réalité extrêmement complexe que nous n'avons tout simplement pas envie d'aller décoder. Et il est beaucoup plus facile de nourrir des peurs, des croyances sans laisser place à la nuance. Le support a changé, mais le mécanisme, il est resté le même. Là où autrefois un livre servait de référence idéologique, ici, ce sont des flux continus d'images et de slogans qui façonnent notre perception. Se pose une question essentielle. Sommes-nous réellement plus éveillés, plus conscients ou simplement exposés à une nouvelle forme de conditionnement ? La chasse aux sorcières n'a peut-être pas disparu en totalité. Elle a changé de visage, elle a changé de langage et de vitesse de propagation. Cette chasse aux sorcières a été une horreur historique. Et pourtant, longtemps, elle n'a presque pas eu de nom dans l'histoire. Et Mona Chollet décrit des événements, des violences, des massacres, des persécutions que l'on a préféré minimiser, voire transformer dans des récits officiels. L'histoire a vraiment tourné la page sans vraiment nommer la responsabilité humaine des actes des femmes et des hommes avaient commis sous couvert de rationaliser, de morale ou encore même de religion. Les sociétés ont nié en fait la brutalité, la violence autour de cette chasse aux sorcières pour ne pas se confronter à leur implication directe dans les faits. Finalement, on vous a raconté une histoire vraiment édulcorée, brodée, comme si ce qui s'était passé, c'était inévitable. C'était naturel. On a justifié ça par « il ne pouvait en être autrement ». Cette négation, elle est vraiment frappante parce qu'elle montre combien il est difficile de dissimuler la vérité collective parce que les faits vont déranger et tout ça, ça remet en question un ordre établi. On nous parle encore aujourd'hui de la mémoire qui peut être manipulée, effacée, parce que on choisit de raconter un récit ou de le taire de façon à modifier notre vision du monde, voire de nous-mêmes, en fonction de ce que vous allez raconter de vous. Mais en réalité, derrière les bûchers et toutes ces accusations bien trop nombreuses qui ont été, il y a eu des choix, il y a eu des peurs, il y a eu de la projection. Et surtout, il y a eu cette responsabilité humaine que l'on a refusée parce qu'on n'a pas voulu la mettre en avant. En fait, on n'a pas fait ça en toute conscience. Et c'est exactement ce que le livre met en lumière. Ce qui n'a pas été dit, ce qui a été finalement passé sous silence, parce qu'on a préféré protéger son confort plutôt que d'affronter la réalité. Avant tout, cette chasse, elle a été une misogynie cachée. Elle a créé chez les femmes vraiment déjà une peur viscérale qu'on a tous en nous, un sentiment d'alerte permanent face à notre intuition, à notre pouvoir intérieur, à ce qu'on pouvait être réellement. Et de cette peur, ça a semé une graine qui est le doute, voire la méfiance envers elle-même et la croyance qu'on n'avait rien de glorieux à offrir,
qu'on portait une culpabilité, cette culpabilité du monde, alors qu'on ne maîtrisait pas tout ça. En France, mais aussi dans d'autres pays, la chasse aux sorcières a été particulièrement effacée. Parce qu'on a aussi donné le pouvoir aux femmes sur les femmes. Ça a été bien au-delà des sexes, hommes contre femmes ou femmes contre hommes. Les femmes célibataires, âgées, veuves, étaient systématiquement jugées, suspectées, et donc égales sorcières. Leur indépendance, en fait, leur choix de vie, puisqu'ils ne le liaient pas à un homme, ça a été perçu comme une menace. Et ceci même dans la sororité féminine. Et ça se dessine clairement, c'est l'influence du patriarcat. On revient un petit peu toujours même dans l'histoire. C'est vrai que ce patriarcat a eu une grande influence historique. Il ne s'agit pas seulement de punir une personne qui dévie d'une norme sociale, mais de maintenir un contrôle sur un genre, et ici sur les femmes. Et pour maintenir cet ordre, il va falloir assurer un cadre. Et donc le cadre va être imposé par le mariage, la famille, les rôles domestiques. Le célibat et le veuvage, c'est pas possible. C'était contre nature. Et du coup, être libre, être non tenu par un homme, c'était être suspect. Et on a transmis ça de génération en génération. Et ça a été l'inconscient collectif qui a pris l'idée que la puissance féminine devait être bridée. Et que c'était intrinsèquement dangereux s'il n'y avait pas de cadre pour nous les femmes. Toute cette chasse aux sorcières, elle a brisé des vies, mais elle a inscrit quelque chose dans nos cellules qui est le doute dans nos esprits de femmes. Le rapport en fait qu'on a à nous-mêmes, mais aussi que l'on a entre nous-mêmes. Et ça perdure encore aujourd'hui, bien entendu sur d'autres formes. Il y a des injonctions qui ont commencé du coup avec toute cette histoire, et les autres formes sont beaucoup plus subtiles, voire même invisibles. On va vouloir toujours coller à la norme sociale, aux images, aux commentaires, à des comparaisons constantes, parce qu'il y a la peur de ne pas être assez, se transmet. Elle se transmet toujours aujourd'hui et elle prend la forme vraiment de critiques, des regards qui montrent sans cesse ce qu'il faut être ou ce qu'il faut pas être, ce qu'il faut paraître, ce qu'il faut désirer, comment on doit le désirer. Et donc facilement, on est encore jugé. Même si on a un savoir à transmettre aujourd'hui, on va être confronté à une évaluation sur notre apparence, sur la façon dont notre corps est, de notre visage, de la jeunesse, de notre capacité à séduire aussi, à être performante et à réussir à tout concilier dans notre vie en tant que maman, en tant que femme et en tant que travailleuse. Alors, les médias, la publicité, même des représentations culturelles, ça continue de glorifier cette jeunesse et cette beauté. Parce que on est toujours dans la mesure de valeur. Et maintenant, alors avant il y avait les magazines, ça existe encore, mais c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, les pauvres réseaux sociaux en ce moment, je suis en train de les diaboliser alors que c'est aussi un moyen pour moi de me faire connaître, mais je veux éclairer les gens sur ça. Ces réseaux viennent amplifier une certaine pression. On a des images retouchées, des titres qui sont accrocheurs, des contenus viraux, pour créer une comparaison vraiment constante, et du coup, il y a un sentiment autour de cela. Il y a un sentiment de « ah ben je dois être parfaite, visible, animée ». Et ce mécanisme est très proche de tout ce qu'on a pu voir historiquement. Parce qu'il y a une stigmatisation de quelque chose. Mais toutes ces injonctions, elles touchent aussi d'autres sphères, comme la réussite personnelle, la réussite professionnelle, en fait à notre choix de vie. Par exemple, qu'on soit célibataire, indépendante, ne pas avoir d'enfants, ou refuser certaines normes sociales, ou encore avoir beaucoup d'enfants, vous êtes tout le temps jugé, confronté au regard, ça peut générer un doute sur sa légitimité, et voire un sentiment de culpabilité. La liberté féminine, elle dérange lorsqu'elle échappe à un cadre. Et c'est pour ça que le travail de conscience, il est important, et notamment chez les femmes, mais aussi chez les hommes, parce que c'est à eux de nous soutenir aussi, et on doit tous se soutenir, se reconnecter à sa valeur réelle, à sa puissance intérieure, et ne plus se laisser définir par des normes extérieures ou par un cadre qui nous est
imposée. Reconnaître ses propres peurs, reconnaître les injonctions, la culpabilité qui nous est donnée, qui nous a été donnée parce qu'elle a été héritée. L'histoire n'est pas la vérité. L'histoire a construit une vérité autour de normes sociales qu'il faudrait déconstruire aujourd'hui. On a encore tendance à glorifier la beauté et la jeunesse, à imposer une certaine conformité d'image sur la femme, mais aussi sur les hommes maintenant. Et c'est très superficiel. La jeunesse, la beauté sont devenus vraiment des critères implicites de valeur. Être jeune, mince, séduisante, c'est conforme aux standards et présenté comme une condition pour exister socialement, pour être aimé, reconnu, accepté, et il en va de même maintenant aussi pour les hommes. Toute femme qui s'en écarte et qui prend de l'âge, qui va refuser finalement de rentrer dans des injonctions, va être perçue moins légitime, moins influente, moins digne d'attention. Et ça, on le voit très bien quand il y a des femmes qui ont été très connues, plus jeunes, et vous pouvez voir apparaître leur image vieillissante et on dit « Ah mais qu'est-ce qu'elle est devenue ? Ah mais elle se laisse totalement aller ». Et en plus, il y a cette histoire de filtre, des images toujours retouchées qui mettent en avant un corps parfait. Avant, c'était la sorcière qui était pointée du doigt, mais aujourd'hui, c'est la femme qui va laisser ses rides apparaître. C'est la femme qui va pas correspondre aux standards, c'est la femme qui va pas se maquiller. C'est la femme qui va paraître finalement négligée, qui va paraître fatiguée, qui va oser être elle-même, qui va oser ne pas avoir d'artifice, mais c'est aussi la femme qui va avoir trop d'artifice, dans le sens où on va la juger. Et c'est vraiment un poids qui est énorme. Donc le contrôle, il n'est pas seulement physique ou matériel, il est vraiment psychologique. Il s'insinue dans l'esprit, il vient faire naître, comme je vous l'ai dit, le doute, la culpabilité, et on en vient à croire que sa valeur, elle dépend aussi de son apparence, et non de son savoir, non de sa puissance, de la créativité ou encore de sa sensibilité. Comprendre vraiment ces points de bascule, c'est identifier dans notre culture actuelle le pouvoir que peut avoir la liberté. Aux États-Unis, on a aussi longtemps associé deux choses, c'est-à-dire la pauvreté des hommes à leur état marital. L'idée, c'est simple. Aux États-Unis, l'idée c'était que un homme célibataire ou sans famille stable était souvent perçu comme manquant de responsabilité et aussi de statut. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est que les femmes seules et leurs enfants étaient systématiquement pointées du doigt, souvent considérées comme dépendantes de l'aide sociale ou comme à risque socialement. Et dans cette logique, le mariage est apparu comme une solution à tout, comme la porte qu'il fallait pousser pour que tout rentre dans une case. Il permettait non seulement la légitimité sociale, mais aussi la prospérité, la sécurité économique et la reconnaissance collective. Être marié, ça signifiait être intégré dans un ordre déjà établi, ou qu'on voulait établir. Ne pas l'être, ça signifiait être vulnérable, suspect, marginalisé. Et c'est dans cette idée que va rejoindre le mécanisme de contrôle que l'on voit déjà dans la chasse aux sorcières. Il ne s'agit pas seulement de normes religieuses ou culturelles, mais de règles concrètes qui déterminent qui peut exister socialement ou qui ne le peut pas. Et la puissance féminine autonome, la liberté de choisir sa vie ou même la possibilité de vivre seule avec ses enfants, ça a été dévalorisé. Il y a un fil conducteur, parce que qu'il s'agisse du bûcher, des injonctions sur la beauté, la jeunesse, la pression de se marier pour garantir sa survie économique, le contrôle social, tout ça repose sur la peur, la dépendance et la culpabilité. Et c'est exactement cette compréhension qui permet de faire le lien avec notre époque. Notre époque qui commence à déconstruire des injonctions, à se libérer de l'idée que sa valeur, elle dépend de son mariage, de son apparence. En France, on a eu un changement avec le mot mademoiselle, qui était dans l'infantilisation de la femme et dans son statut. Pourquoi administrativement, on avait besoin de nommer son statut alors qu'il n'y a pas plusieurs choix pour les hommes? C'est le même statut. La femme devient quelqu'un au travers l'homme, notamment avec le non-choix du nom de famille. Vous savez que cette chasse à la femme a été aussi celle des chats. À l'image, à l'image des sorcières.
cet animal que l'on nomme familier. Cette association a été une excuse pour déresponsabiliser encore les coupables de tout ça. Et des actions menées. En tuer les chats a eu un effet d'augmentation de la prolifération des rats. Et ceci a du coup aggravé l'épidémie de peste. Et les coupables devenaient les sorcières. Parce que le chat était l'animal domestique d'une sorcière. Alors que c'est parce qu'on a fait la chasse aux sorcières et donc la chasse aux chats que la peste est venue prendre plus de place. Et en plus, dans cette absurdité des croyances liées aux sorcières, la sorcière, elle va rester sous l'autorité masculine, qui est, je vous le donne en mille, le diable. Toutes les femmes ont donc un dominant, que vous soyez sorcière ou pas. On lit très clairement que les attentes envers la gente féminine sont très centrées sur la maternité, le don de soi et la réussite d'une vie familiale. Et surtout, le fait de ne pas avoir d'ambition, c'est-à-dire de ne pas être égoïste, puisque l'ambition n'incluait que elle seule. On parle donc d'attente. Est-ce qu'aujourd'hui, le patriarcat, il est vécu et incarné pleinement par les hommes? Parce que, pour moi, le patriarcat doit englober beaucoup de choses. Est-ce qu'on laisse le droit à la fragilité et au débordement émotionnel chez les hommes? Un garçon, ça ne pleure pas. Est-ce que l'on accepte pleinement un homme qui prend un congé parental aujourd'hui? Pas pleinement. À mon sens, non. Je ne pense pas pleinement. Et en plus, il y a encore ces phrases, mais t'es un garçon, tu pleures pas. Un garçon, ça ne fait pas ça. Un garçon, ça ne peut pas jouer à la poupée. Un garçon, ça c'est un jeu de fille, ce n'est pas un jeu pour toi. Et du coup, pour moi, ça n'incarne pas pleinement le patriarcat, parce qu'on a besoin finalement de s'en défendre. On y trouvera aussi dans le livre tout un passage sur le désir, le non-désir d'enfant, puisque on a parlé de cette maternité, de cette réussite familiale. Les femmes ne voulant pas d'enfants sont jugées au travers des excuses de leur situation. Parce que pour beaucoup, ça semble anormal. T'as pas trouvé le bon, t'es encore trop jeune. La femme semble avoir un destin qui est déjà tracé dans la maternité, ancré dans notre histoire transgénérationnelle depuis toujours. Si on prenait un peu les choses dans l'autre versant. On se demande toujours pourquoi certaines femmes ne veulent pas d'enfants. Mais pourquoi certaines en veulent? On se le demande beaucoup moins, parce que ça paraît tout à fait normalisé. Pourquoi le désir de maternité brûle et semble irrationnel chez certaines? Pourquoi certaines femmes ont du mal à passer à autre chose, même quand vous avez déjà eu des enfants? Alors il y aurait plein d'explications à tout ça, mais je pense qu'il est intéressant de se poser les questions à l'inverse. On a réduit vraiment la femme à son rôle d'enfanter, de veiller à son mari, à ses enfants, et en même temps de garder sa jeunesse. On accepte difficilement le changement corporel chez nous, alors que chez un homme, c'est tout à fait normal. C'est signe de maturité, c'est signe de sagesse. Une femme, ça crie alerte, attention, ça vieillit. On acceptera d'ailleurs beaucoup plus facilement l'écart d'âge dans un couple si c'est la femme qui est plus jeune que inversement si c'est l'homme qui est plus jeune. Je voudrais vous parler de quelque chose qui s'est passé en Suisse en 2016. Il y a en Suisse une association d'assistance au suicide. Donc cette association a aidé une femme octogénaire à mettre fin à sa vie, et fait troublant, son médecin a confirmé, après enquête, qu'il n'y avait aucune maladie incurable chez elle et qu'elle avait toute sa lucidité. Donc je cite, son médecin a expliqué que cette vieille dame extrêmement coquette ne supportait plus de vieillir. Où est la lucidité dans je me donne le droit de mourir parce que je ne supporte plus de vieillir, pour moi, dans une pathologie psychologique que son médecin aurait dû, pour ma part, c'est personnel, son médecin aurait dû se mettre en alerte sur sa fragilité psychologique. Que l'on soit pour ou contre la pratique en Suisse, là n'est pas le débat. C'est comment la vieillesse ici s'est jouée chez cette femme. Elle a atteint un rejet de soi, elle a atteint un rejet de sa vie, de son existence dans sa blessure. Il est vrai qu'à partir de la puberté, les jeunes filles sont dirigées vers des gynécos pour un rendez-vous médical de contrôle. Comme si le corps, c'était pas le leur. Sachant que les garçons ne sont présentés devant aucun docteur pour quelconque contrôle. On contrôle déjà le corps très tôt. On contrôle la femme, son corps, comme un objet
que l'on doit surveiller. Alors c'est très bien parce que ça détecte aussi certaines maladies, et c'est très très bien. Mais il en est de même aussi, on devrait alerter les jeunes hommes. Le déroulement des choses, et notamment de l'histoire, a fait naître en fait l'égoïsme comme une direction autre que celle de penser à soi. C'est-à-dire que l'égoïsme n'est pas là pour penser à son bien-être afin de donner aux autres, on va dire être en amour de soi pour aimer l'autre, que ici, l'histoire nous a appris à trahir, à rejeter, à humilier, à abandonner ses amis, sa famille, sa vie pour survivre. Cet égoïsme-là n'a pas été dans la direction de l'amour pour autrui, mais dans la peur de ne pas survivre. Et la sororité, c'est donc perdu. On arrive à la fin de ce podcast. J'espère sincèrement qu'il vous aura aidé à prendre conscience que vous avez une puissance intérieure, que ça soit homme ou femme, et que vous devez la valoriser, que vous ne devez pas minimiser votre force intérieure, mais aussi vos faiblesses. Vos faiblesses sont une force. On les met trop souvent de côté, on les juge, on les maltraite, ces faiblesses, et pourtant, elles sont quelque chose qui vient parler de vous, qui vient parler de votre rapport au monde, qui vient parler de vos liens aussi relationnels et de notre histoire, de l'histoire que nous nous sommes transmise de génération en génération, de lignée en lignée. Je ne diabolise pas les hommes, bien entendu, loin de là mon discours. Mais hommes et femmes, nous vraiment, pour moi, nous ne devons faire qu'un dans nos différences. Il est essentiel qu'on soit dans la complémentarité, dans l'entraide, dans la compassion et dans l'empathie de ce que l'on peut vivre au quotidien en fonction de notre genre. Et peu importe votre genre. C'est une question d'ouverture d'esprit et j'espère vraiment que ce podcast vous aura donné envie d'aller chercher l'étincelle de force qu'il y a en vous. Je vous dis à bientôt. On se retrouve pour un prochain podcast, je l'espère rapidement. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin des personnes qui vous entourent, qui font de vous que vous êtes une magnifique personne aujourd'hui. N'en doutez jamais. Et si ce que tu viens d'écouter résonne en toi, c'est qu'il y a quelque chose qui cherche à être entendu, compris ou simplement pris en compte. Une prise de conscience qui demande à revenir à l'état de présence et à être accueilli tout simplement. C'est tout le sens de mon travail, de mon approche psycho-spirituelle et aussi à la fois holistique. Accompagner ces moments où quelque chose s'éclaire et remettre du mouvement à l'intérieur. Mes guidances permettent aussi de réamorcer l'alignement, d'explorer une ligne de vie, non pas figée, mais modulable à chaque instant. Au fil des choix, des prises de conscience, si tu ressens l'élan d'explorer plus loin, de vivre une guidance ou un accompagnement avec moi, tu trouveras toutes les informations dans les liens associés à ce podcast. Et si cet espace t'accompagne, tu peux aussi le soutenir en t'abonnant, en laissant une note ou un commentaire. Et d'ici là, prends un instant chaque jour pour te reconnecter à ce qui te fait sourire. Reste bien entendu à l'écoute de ce qui veut émerger en toi et tu es et tu resteras ta propre priorité. Ose briller à chaque moment, c'est ainsi que tu vas t'ouvrir aux autres et t'ouvrir autrement. Incarner la vraie version de toi. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode et de prochains partages.